Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, chers étudiants, on se retrouve pour une deuxième partie du cours sur le clustering ou bien la classification automatique. Dans cette deuxième partie, nous allons voir principalement la notion de distance qui dépend en fait du type des variables que nous utilisons ou bien qui décrivent nos objets. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons dit que pour pouvoir clusterer ou bien regrouper des objets ensemble, on doit se baser sur la notion de distance, c'est-à-dire que si les objets qui sont regroupés sont très proches, donc ils vont appartenir au même groupe. S'ils sont distants, s'il y a une grande distance entre ces objets, donc ils vont appartenir à des groupes différents. Et donc là, on utilise pour dire qu'un objet ressemble à un objet. Donc géométriquement, on va se baser sur la notion de distance, mais on va voir que selon les types de variables que nous avons, ou bien qui décrivent nos objets, cette notion de distance peut être difficile à imaginer. C'est pour cela, de manière générale, on parle de similarité, ou bien on essaie de mesurer, de calculer cette similarité entre les objets. Donc là, nous allons voir certains types de variables et les mesures de similarité qui sont associées. Donc, ce que nous avons vu hier, ou bien dans la précédente vidéo, c'était les vraies mesures, ou bien les mesures qui sont appelées des mesures quantitatives. Par exemple, si nous avons des âges, si nous avons des notes, si nous avons des quantités, par exemple. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'une quantité est plus proche à une autre qu'une autre. Par exemple, si nous avons les quantités 2, 5 et 20, on va dire que 2 et 5 sont très proches l'une de l'autre par rapport, bien sûr, à la quantité 20, et ça va de soi, bien sûr, pour les autres types ou bien pour les autres quantités. Donc, là, lorsqu'on a en main ou bien devant nous des variables qui sont ce qu'on appelle des mesures réelles ou bien de vraies mesures, donc dans ce cas, nous avons utilisé dans l'algorithme Camise la distance directe, c'est-à-dire la distance géométrique, c'est-à-dire on va mesurer la distance directement entre deux objets. Et cette distance, en fait, n'est rien d'autre que la distance euclidienne, parce qu'on mesure directement, disons, le plus court chemin entre ces objets-là. Mais en fait, de manière générale, la distance euclidienne n'est qu'un exemple ou bien qu'un cas particulier de distance. Avant de voir cette distance générale par rapport à la distance euclidienne, on doit mentionner ou bien noter une chose importante qui est le fait que lorsque nous avons des mesures qui sont quantitatives, ces mesures parfois ne sont pas, disons, comparables. Elles sont à des grandeurs un petit peu différentes. Par exemple, si vous avez maintenant, si je prends par exemple un bout, par exemple un meuble, par exemple, ou bien une règle, etc. Et lorsqu'on prend par exemple la longueur, elle est mesurée en général en mètres. Par contre, la largeur ou bien l'épaisseur de cette règle, par exemple, elle peut être mesurée en centimètres. Et lorsqu'on fait la conversion, dans ce cas, du mètre vers le centimètre, on va se retrouver avec des grandeurs différentes. Par exemple, on peut avoir, par exemple, deux règles dont la longueur, par exemple, elle est en centaines de centimètres, par exemple 150 centimètres et 100 centimètres. Par contre, la largeur, elle est de l'ordre, par exemple, de quelques centimètres, par exemple, ça peut être 5 centimètres, 6 centimètres, etc. Et l'épaisseur, elle peut être de l'ordre des millimètres. Donc, lorsqu'on convertit toutes ces valeurs à la même, par exemple, mesure qui est le centimètre, dans ce cas, on va se retrouver avec des longueurs ou bien des grandeurs qui sont différentes. Donc, dans ce cas, pour éviter que ces grandeurs nous faussent les calculs, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder à ce qu'on appelle la standardisation. La standardisation, en fait, permet de ramener les mesures lorsque nous avons plusieurs variables qui décrivent les objets TANA et que ces variables sont ou bien possèdent des grandeurs différentes. Donc, dans ce cas, on va les ramener à la même grandeur en faisant bien sûr une opération qu'on appelle la standardisation. Donc, pour pouvoir faire cette standardisation, on va procéder d'abord au calcul de l'écart type moyen, ou bien l'écart type absolu moyen entre ou bien pour chaque variable, et bien sûr, puisque chaque variable possédera ou bien aura son propre écart type absolu. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé
de l'écart type absolu, qui est le fait de calculer, disons, la différence entre chaque valeur de la variable avec la moyenne Taha. Ensuite, on va sommer ces différences en valeur absolue et les diviser par le nombre d'objets. Donc, dans ce cas, cette formule-là que vous voyez là, c'est la formule qui permet d'obtenir cet écart type. Vous voyez qu'il s'agit là d'une somme ou bien d'une moyenne de valeur absolue. Une fois que nous obtenons cette valeur-là de l'écart type absolu moyen, donc dans ce cas, on va diviser la valeur de chaque variable par cet écart type. Bien sûr, on va faire d'abord la soustraction ou bien l'écart entre la valeur de la variable avec sa moyenne. Ensuite, on va diviser par ce S-là. On essaiera de voir des exemples plus tard dans le cours présentiel. Ok, donc bien sûr, cette opération n'est pas tout le temps obligatoire parce que parfois, lorsque vous avez des grandeurs qui sont homogènes, par exemple, vous avez des choses, par exemple, je ne sais pas, un livre, par exemple, si on prend par exemple ce livre-là, et que par exemple les distances ou bien les mesures elles sont homogènes, elles sont de l'ordre de dizaines de centimètres ou bien de centimètres tout simplement. Donc dans ce cas, on n'aura pas besoin de procéder à cette standardisation. Donc là, parfois c'est obligatoire, parfois non. Alors, maintenant, on va passer à la formule générale qui permet de calculer la distance directe entre des objets. On commence d'abord par la formule de Minkowski qui donne en fait la distance entre deux objets qui sont désignés ici par le I et le J. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre pour chaque objet, pour chaque objet, on va prendre, ou bien pour les deux objets à la fois, on va prendre maintenant la différence entre les x de ces objets-là en valeur absolue qu'on va élever à la puissance q. Bien sûr, cette différence, elle sera en valeur absolue. Ensuite, on va passer à la deuxième caractéristique, la troisième caractéristique, jusqu'à arriver à la, disons dans ce cas, la PM caractéristique. Et ça veut dire que ici, le I désigne l'objet Tana, le premier objet. Le 1 ici va désigner disons, le xi1 va désigner la valeur de la première variable pour l'objet 1 et la valeur de la première variable pour l'objet j. Ensuite, on va élever ça à la puissance q et bien sûr, on fait la même chose jusqu'à épuiser ou là jusqu'à terminer ou bien jusqu'à la fin de toutes les variables talent. Bien sûr, dans le cas où nous avons par exemple les objets talent qui sont décrits par seulement deux caractéristiques, dans ce cas, on va avoir bien sûr ici le nombre P qui va être égal à 2, c'est-à-dire on va s'arrêter à deux caractéristiques ou bien seulement deux objets. Maintenant, deux caractéristiques ou bien deux variables. Maintenant, bien sûr, là, lorsque nous avons à simplifier ce calcul-là, de manière générale, on utilisait la distance euclidienne qui consistait à élever au carré ces distances-là. C'est-à-dire, on faisait la différence de manière, même si ce n'était pas la valeur absolue, parce que ça reviendra en même. Donc, c'était entre parenthèses le x, par exemple, 1 moins le x0 au carré plus le y1 moins le y0 au carré. Ensuite, on va sommer ça et on va faire la racine carrée de cette somme-là. Dans ce cas, donc, Q est égal à 2. Mais avant d'arriver à Q égale à 2, il y a la valeur Q égale à 1 qui donne une distance qu'on appelle la distance de Manhattan. Et dans ce cas, vous voyez que le signe de la racine carrée est tout simplement est tout simplement absent ici parce qu'en fait ici la racine qu'on utilise dans la distance de Minkowski c'est la racine de l'ordre de Q, c'est-à-dire lorsque nous avons le Q qui est égal à 2, dans ce cas ça sera la racine carrée, mais lorsque nous avons Q qui est égal à 1, ça veut dire qu'on ne fait pas en fait de racine, bien c'est la racine de l'ordre de 1. C'est pour cela nous procédons directement à la somme des différences entre les valeurs de la même variable pour les deux objets et bien sûr en valeur absolue. Ensuite, on va sommer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance de
Manhattan. Donc, vous voyez que cette valeur pour la distance euclidienne, c'est ce que nous utilisons de manière générale, c'est ce que nous avons utilisé d'ailleurs dans la vidéo précédente. En fait, parce que la formule était simple, tout simplement parce que nous avions seulement deux variables. C'est pour cela qu'on s'est limité seulement à deux ici. Et bien entendu, nous calculions ce qu'on appelle la distance directe entre les objets qu'on peut voir ici. Donc, vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on veut calculer la distance entre cet objet-là et cet objet-là. Donc, vous avez là, c'est la première différence, c'est de x2 moins x1, c'est-à-dire c'est l'abscisse du premier, disons le x2, c'est ça, ok? Lorsqu'on fait la projection, le x1, il est ici. Et la différence entre le y2, donc c'est ici, la y2, avec le y1 qui est là. Donc, on obtient cette distance d. Donc, si on revient à notre formule, on se limitait seulement ici à deux variables seulement, parce que c'est notre cas de manière générale. Lorsqu'on veut, par exemple, apprendre le clustering en camise, on se limite en général pour pouvoir même expliquer ça de manière géométrique à deux variables seulement. Mais dans le cas général, on peut avoir plusieurs variables. Dans ce cas, on va avoir une formule qui sera plus longue. Voilà, donc ça c'était par rapport aux vraies mesures. Maintenant, lorsque nous avons d'autres types de variables, comme je viens de le dire, on va utiliser des distances, disons, adéquates. Mais avant de passer à l'explication de ces distances, il faut que je dise une chose importante, c'est que la notion de distance n'est pas forcément liée à l'application d'un algorithme ou bien aller jusqu'à la fin de l'algorithme. On peut avoir, bien sûr, à calculer des distances pour faire, par exemple, je ne sais pas, on peut, par exemple, vouloir calculer tout simplement, voir pour un objet, bien, nous avons trois objets, A, B et C, comme on va voir dans des exemples plus tard, et on veut, par exemple, savoir quels sont parmi ces trois objets les deux objets qui sont les plus proches pour faire, je ne sais pas, une opération de sélection, etc. Et dans ce cas, on n'a pas besoin d'avoir forcément de vraies mesures pour pouvoir faire, par exemple, le camise avec des moyens, parce que tout simplement, lorsqu'on a des valeurs qui ne sont pas forcément de vraies mesures, on ne peut pas parler de moyennes. Par exemple, lorsque nous avons des valeurs binaires, lorsque nous avons des valeurs qui sont qualitatives, dans ce cas, on ne peut pas parler de moyennes arithmétiques. Donc, on va prendre le premier exemple de mesures qui ne sont pas quantitatives, par exemple les mesures qui sont binaires. Le binaire, vous savez c'est quoi? Donc, c'est les valeurs qui prennent, ou bien les variables qui prennent deux valeurs. Par exemple, ça peut être vrai ou faux, ça peut être 1, 0, true, false, etc. Et dans ce cas, quand même, on va faire un calcul parce qu'on est en train de mesurer la similarité. Lorsqu'on mesure, c'est-à-dire il faut qu'on ait quand même quelque chose de palpable, quelque chose de quantifiable avec lequel on peut travailler, ou bien avec lequel on peut dire que deux objets sont plus proches l'un de l'autre par rapport aux autres objets. Donc, dans ce cas, on va devoir quand même codifier, utiliser des nombres, mais dans ce cas, là, ces nombres vont servir seulement pour faire des calculs et non pas des moyennes, etc. Donc, on va coder nos variables, par exemple, si elles sont en vrai, faux, true, false, etc., on va les coder en 0, 1 pour pouvoir calculer ces distances. Maintenant, bien sûr, le choix de codage, parce que lorsqu'on prend par exemple une population, par exemple, qui est décrite par exemple par le genre de la personne, par exemple s'il s'agit de homme-femme, est-ce qu'on va donner 0 à homme et 1 à femme ou bien l'inverse? Donc dans ce cas, on va voir la symétrie de ces objets. La symétrie dans le sens que est-ce que la population Tana, la valeur qui est prise par le vrai, faux, ou bien homme, femme, etc., est-ce qu'elle est symétrique ou elle n'est pas symétrique? Si elle est symétrique, c'est-à-dire on n'a pas de manière générale, on n'a pas de biais, on n'a pas en quelque sorte quelque chose qui nous dit que une valeur de cette variable va être plus fréquente qu'une autre variable. Par exemple, si on prend, par exemple, si nous avons une maladie qui touche les hommes aussi bien que les femmes, donc dans ce cas, on va dire que si, par exemple, le genre, par exemple, de la personne homme-femme, il est dans ce cas symétrique. Par contre, lorsque nous avons, par exemple, un virus, supposons qu'un virus ne touche pas tous les gens. Par exemple, un virus qui touche, si on prend par exemple le virus Corona actuel, par exemple, si on va dire que de manière générale, les personnes qui sont les plus affectées sont les personnes qui sont âgées ou bien vulnérables, etc. Donc, dans ce cas, on va dire que le test de ce virus, qui donne un 0 et 1,
Donc, dans ce cas, il n'est pas symétrique parce que si on prend au hasard une personne, on aura une chance que cette personne-là, si elle n'est pas âgée, qu'elle ne soit pas porteuse de virus. Par contre, si on avait un virus qui touche toutes les franges d'âge, donc dans ce cas, on va dire que le test de positivité de ce virus-là, il est symétrique. Pourquoi on cherche à distinguer entre une variable booléenne symétrique et une variable booléenne non symétrique? Parce que lorsqu'on veut coder de manière 0 ou 1, donc dans ce cas, on va tenir compte de cette symétrie de variables. Okay. Donc, maintenant, une fois que nous avons nos exemples de, disons, de valeurs, un tableau par exemple qui nous mentionne des 0 et des 1 pour une population donnée, on va maintenant procéder à un calcul de certains paramètres qu'on désigne par le A, B, C et D. Donc, on va voir dans un exemple plus tard comment on fait ce calcul-là, mais initialement, c'est quoi A, B, C et D? Donc, A désigne le nombre de cas où nous avons un objet I qui possède la valeur 1 et l'objet J, pardon, ici c'est un J, je rectifierai ça plus tard. Donc, ça, c'est un premier objet et il possède pour une première variable booléenne, il possède la valeur 1 et pour le deuxième objet, pour la même variable, donc un objet, il possède la valeur 1 en même temps. Donc, dans ce cas, on va calculer le A en faisant tout simplement l'énumération. On va compter combien on a de cas de 1 dans notre population, dans l'ensemble des variables, pour deux objets seulement. Et on va bien sûr faire ce calcul seulement sur les objets IJ. Si nous avons besoin de calculer la distance avec notre, entre I et K, I, etc., on aura un autre A, B, C, etc. Donc, pour le B, ça va nous donner l'ensemble de combien de cas nous avons où A est égal à 1, où nous avons l'objet 1 possède la valeur 1 et l'objet B possède la valeur 0. Bien, l'objet 2 possède la valeur 0. Pour la valeur C, nous allons compter combien nous avons de situations où le premier objet possède une valeur 0 et le deuxième objet possède une valeur de 1. Et pour le D, nous allons compter le nombre de situations où nous avons le premier objet possède la valeur 0 et le deuxième objet possède la valeur 0 également. Alors, si on prend un exemple pour cela, donc, je vais un peu agrandir ça si je peux. Okay. Alors, on va faire ça. Voilà. Donc, si on prend un exemple pour ça, mais avant l'exemple, nous avons donc, pour pouvoir calculer la distance, bien sûr, une fois que nous avons obtenu le A, B, C et D, on va calculer la distance entre les deux objets, puisque A, B, C, D dépendent bien sûr de leur valeur, dépendent des objets que nous avons en main, c'est-à-dire pour lesquels on veut calculer la distance. Donc, j'ai fait le choix de deux distances en utilisant les variables booléennes. La première, c'est l'appariement simple. Donc, dans ce cas, la distance entre les objets I et J va être égale au rapport de B plus C que nous avons calculé auparavant sur l'ensemble la somme de tous les paramètres qui est A plus B plus C plus D. Et pour le deuxième type de distance, ou bien la deuxième distance, c'est la distance de Jacquard, et qu'on calcule par la formule, la distance entre I et J est égale à la somme de B plus C, ou bien B et C, sur la somme de A, B et C. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces valeurs-là? Si nous utilisons par exemple le coefficient d'appariement simple, dans ce cas, on va avoir par exemple à calculer pour voir si deux objets sont très proches par rapport à deux autres objets, comme on va voir plus tard dans un exemple. Alors, maintenant, supposons que nous avons, pour illustrer ça, cette population-là. Donc là, nous avons des tests, par exemple, de maladies. Est-ce que les personnes A, B et C sont porteuses des maladies? Bien, par exemple, on va faire un test sur ces personnes pour voir si elles sont infectées par des maladies. Donc, dans ce cas, nous avons, par exemple, le premier
objet, le premier objet qui s'appelle A. Il est testé négatif par rapport à M1, positif par rapport à M2 et M3, et négatif par rapport à M4 et M5. Il manque M5. Et nous avons l'objet B. Il est testé positif pour M1 et M4 et M5. Et l'objet C, il est testé positif pour toutes les maladies, sauf pour M3. Donc, pour ces valeurs-là, on va prendre les paires, c'est-à-dire 2 à 2 nos objets. Par exemple, si on prend A et B, on va calculer A qu'on trouve 0. Et le B, c'est 2. C'est le nombre de cas où nous avons 1, 0. Nous en avons 2. Le C, c'est le nombre de cas où nous avons 0 et 1. Donc, vous avez le premier, l'avant-dernier et le dernier. Et le D, qui est le nombre de situations où nous avons 0 et 0. Donc, on n'en a pas. Donc, c'est D est égal à 0. Donc, lorsqu'on calcule l'appariement simple, on va trouver que c'est égal à 1 et le coefficient de Jacquard nous donne également 1. Maintenant, on prend A et C. Donc, vous voyez que pour A et C, nous avons ici le nombre de cas où nous avons 1, 1, il est égal à 1. OK, c'est cette deuxième colonne. Ensuite, le nombre de situations où nous avons 1, 0 et 0, 1. Donc, nous avons trois situations. Donc, pour le 0, 1, nous avons 1 et 2 et 3. Pour le 1, 0, nous avons la valeur seulement cette colonne-là. Et pour le dernier, ça va être 0. Okay. Par contre, pour B et C, donc nous avons le nombre de situations où nous avons 1, 1, 1. Nous avons donc 3. Cette première colonne, cette colonne et cette colonne. Ensuite, pour le 1, 0, nous en avons 0. Pour le 0, 1, nous en avons ça. OK, donc une situation. Et nous avons pour le 0, une situation ou bien un cas, une colonne. OK. Lorsqu'on calcule maintenant l'appariement simple pour le deuxième cas, nous trouvons 0,8. Et pour également le coefficient de Jacquard. Et également pour le troisième cas, c'est-à-dire la distance entre B et C, on trouve 0,2 pour l'appariement simple et 0,25 pour le coefficient de Jacquard. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cet exemple? On peut dire que, par exemple, les objets qui sont les plus proches sont les objets B et C, parce que la distance 1, c'est la plus petite. Il faut se souvenir se rappeler que les distances, on raisonne inversement. Plus la distance est petite, plus les objets sont similaires. Donc là, on va dire que les objets B et C sont les plus similaires. Par contre, les objets qui sont les plus dissemblables, qui ne se ressemblent pas, sont B, A et B. Donc, vous pouvez d'ailleurs le voir, on voit que, par exemple, A et B, ils sont inversés à chaque fois. C'est l'inverse l'un de l'autre. Par exemple, lorsqu'on a 0 ici, nous avons 1. Lorsque Hada il est testé positif, Hada il est testé négatif. Lorsque Hada il est testé négatif, Hada il est testé... Donc, ils sont vraiment dissemblables. Ils sont vraiment le contraire l'un de l'autre. Par contre, si on prend par exemple B et C, vous voyez qu'ils sont presque les mêmes, sauf par rapport à ce test-là. C'est-à-dire qu'ils sont testés positifs ici, ici et ici. Et par contre, ils ne sont pas testés, ils ne sont pas les mêmes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte, ils se ressemblent beaucoup, sauf bien sûr pour le test de positivité de la maladie E2. Donc, cette distance, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on peut regrouper les gens, dire que c'est A et B et C, ils se ressemblent, par exemple, parce qu'ils sont plus porteurs de telle maladie ou bien ne sont pas porteurs de telle maladie. Par contre, A, il est vraiment éloigné de ces objets-là. Alors, maintenant, nous avons également d'autres mesures de similarité. Nous avons, si vous vous souvenez tout à l'heure, nous avons parlé de la standardisation dans laquelle nous avions des grandeurs qui sont différentes. Parfois, on peut utiliser d'autres mesures qui ne tiennent pas compte, qui ne tiennent pas compte de ces grandeurs-là. On peut calculer la valeur, bien mesurer l'angle entre les vecteurs qui sont formés par ces points-là à partir d'une certaine origine. Et on peut également calculer le nombre de caractéristiques communes. Vous voyez que le nombre de caractéristiques communes, c'est quelque chose qui ressemble à la notion de binaire, sauf que là, les binaires, c'est vraiment des 0 et des 1. Par contre, ici, on n'a pas besoin de transformer nos valeurs en des 0 et des 1 parce que peut-être elles ne sont pas binaires tout simplement. On peut trouver pour les cardinalités
les modalités d'une variable plusieurs modalités. Donc, dans ce cas, on ne peut pas transformer ou bien coder par des 0 et des 1. On peut coder par des 0, 1, 2, 3, etc. Ça peut marcher, mais c'est vraiment inutile. Donc, pour l'exemple de mesure de similarité, on peut, en utilisant les angles, supposons bien sûr que là, nous avons une origine et que nous avons les points A et B et C. Donc, vous voyez que on peut dire que, par exemple, si on calcule l'angle entre A et C, l'angle entre A et B, l'angle entre B et C, on va, par exemple, conclure que les objets B et C sont plus proches l'un de l'autre par rapport à l'objet A. Malgré que on peut avoir une situation, supposons que nous avons B et A qui sont très proches l'un de l'autre géométriquement, ça, au niveau des angles, c'est plutôt C qui est plus proche à la de B que A. Par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on a les angles, on va tout simplement calculer quel est l'angle qui est formé ici, quelle que soit la position de ces points dans notre espace. Ils peuvent être géométriquement, si on utilise la distance euclidienne, ils peuvent être très proches, ça, par rapport à leur angle, par exemple, l'angle il peut être très grand par rapport, bien sûr, à d'autres points. Okay. C'est relatif. Maintenant, on va voir un exemple pour le nombre de caractéristiques communes. Donc là, je suis resté un petit peu général, c'est-à-dire j'ai supposé que nous avons 5 caractéristiques. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, des choix de couleur, des choix de grandeur, etc. pour des aspects différents. Par exemple, je ne sais pas, une pizza, par exemple, l'un la préfère, par exemple, petite, ou il la préfère avec, par exemple, des sauces, ou sans sauce, par exemple, je veux que la pizza contienne des anchois. Par exemple, c'est des, je ne sais pas, par exemple, d'autres, par exemple, des olives, par exemple, etc. Donc, dans ce cas, on va supposer que nous avons toujours 3 objets pour pouvoir faire la comparaison de distance entre ces objets-là. Donc là, nous avons des valeurs pour chacune des caractéristiques. Par exemple, nous avons pour la caractéristique 1, la valeur de la variable pour A, c'est X, pour B, c'est X et pour C, c'est Y. Donc c'est différent. Et c'est similaire, c'est le même pour A et B. Et pour C2, nous avons la même valeur pour A et C. Par contre, pour B, elle est différente. Pour C3, les valeurs sont toutes différentes pour les 3 objets ou bien les 3 individus d'ANA. Pour C4, nous avons c'est la même chose, c'est-à-dire la variable canal porte la même valeur pour ces 3 objets-là. Et par contre, pour la caractéristique C5, nous avons donc, comme pour la deuxième, les objets A et C possèdent la même valeur. Par contre, B se distingue par la valeur K. Donc, à partir de ça, à partir de la formule que vous avez plus haut, bien dans les slides précédents, donc, on va procéder au calcul de ces dons. Je vais agrandir un petit peu, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, je vais revenir à la single page. C'est mieux, voilà. OK. Donc là, nous avons... Pardon. Donc là, nous avons la distance entre A et B selon la formule précédente qui nous donne 3 sur 5, c'est 0,6. Entre A et C, c'est 0,4. Et entre B et C, on a la valeur qui est 0,8. Donc la plus petite valeur, c'est la valeur 0,4 entre A et C. Et on va dire que A et C se ressemblent. Et on peut d'ailleurs le voir parce que A et C possèdent la même valeur pour 3 caractéristiques qui sont C2, C4 et C5. Par contre, si on prend la plus grande distance, je ne sais pas pourquoi j'ai tout sur ça. Donc, si on prend donc par exemple B et C, on voit qu'il y a ici une différence, ici une différence. Là également, elle a également la seule caractéristique pour laquelle nous avons une égalité, c'est C4. C'est pour cela, on va dire que B et C ne se ressemblent pas. Okay. Alors, donc là, c'était la fin pratiquement de l'ensemble des mesures. Bien entendu, il y a des choses qui restent à dire par rapport à l'utilisation de ces distances. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir une même formule qui combine plusieurs variables à la fois? Parce que vous venez de voir que lorsqu'on a toujours donné des exemples, les variables sont homogènes.
même si elles sont d'un autre type, elles sont pratiquement du même type, c'est-à-dire les types sont homogènes. Par exemple, c'est de vraies mesures. Nous avons par exemple tout le temps des caractéristiques, du booléen, etc. Et l'idée ou bien la question peut-être qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut trouver, par exemple, si nous avons une population qui est décrite à la fois par de vraies mesures et des booléens avec des valeurs qui sont qualitatives, etc. Donc, dans ce cas, bien sûr, ça relève plutôt de travaux de recherche qui essaient de proposer des formules qui permettent de combiner plusieurs variables à la fois pour pouvoir calculer la distance entre les objets. Donc là, ça termine pratiquement la partie sur le clustering classique. Bien entendu, nous avons vu seulement le clustering de base qui est basé sur la technique des cas moyennes ou bien de K-means. Bien entendu, K-means, c'est la technique de base ou bien l'algorithme de base qui a été amélioré et également il y a des choses qui restent à dire par rapport à K-means, c'est-à-dire le choix du nombre K. Parce que là, nous avons dit que même s'il s'agit d'un apprentissage supervisé, pardon, non supervisé, quand même, on va donner quelques paramètres à notre algorithme pour qu'il puisse nous donner des résultats. Et le paramètre principal, c'était K, pour dire quel est le nombre de clusters souhaités. Et maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à K, c'est que lorsqu'on fait le clustering, on obtient par exemple un nombre de clusters, on va pouvoir les évaluer. Il y a des techniques qui permettent d'évaluer ces clusters-là. Si nous avons le clustering qui n'est pas satisfaisant, dans ce cas, on va changer le nombre de cas ou bien on peut procéder à différents calculs de clusters ou bien de clustering avec différents cas et on va essayer de faire une comparaison entre ces clusterings et choisir le meilleur qui va nous donner bien sûr le meilleur cas. Et bien entendu, ça dépendra toujours de notre population. On ne peut pas dire qu'il y a toujours un nombre fixe K. Ça dépend de combien nous avons d'objets, ça dépend bien sûr de la dispersion, bien de la répartition de nos objets dans l'espace Kana, etc. Donc là, ça peut faire l'objet d'une autre discussion ou bien d'une autre présentation. Alors maintenant, on va terminer par une deuxième technique de classification qu'on appelle la classification hiérarchique ascendante. Donc là, vous voyez que là, on garde toujours le terme classification, c'est-à-dire qu'on fait du clustering, elle est toujours automatique, c'est-à-dire qu'on va la donner à la machine, c'est elle qui va s'occuper de nous donner le cluster. Et là, on voit que nous avons deux adjectifs associés à la classification qui sont hiérarchique et ascendante. Enfin, hiérarchique parce que nous allons avoir une hiérarchie, en quelque sorte, de clusters. On ne va pas avoir un clustering final directement et on va avoir en quelque sorte une progression de regroupement de nos objets. Et c'est ascendant parce qu'on part des objets individuels qu'on va considérer comme étant des clusters eux-mêmes et on va procéder au regroupement jusqu'à arriver au cluster final. Okay. Donc, cette technique-là, bien entendu, elle possède des applications parce que il faut savoir que, comme on a dit au niveau de la présentation du cours sur le data mining, il y a toujours avant d'appliquer la fouille de données, il y a toujours un objectif, il y a toujours un cas pratique pour lequel on essaie de regrouper ces objets-là pour pouvoir utiliser ce regroupement. Ça veut dire que le choix de faire du K-means ou bien de faire une classification hiérarchique ascendante dépend bien entendu de notre objectif. Et bien entendu, là, les clusters qui sont formés, bien sûr, ici dans le cas de la classification hiérarchique ascendante, on ne va pas avoir un seul clustering. On va avoir selon les niveaux, là le niveau dans lequel on va s'arrêter, on va avoir plusieurs clusterings qui sont progressifs jusqu'à arriver au dernier cluster qui regroupe l'ensemble de tous les objets. Alors, donc l'idée de base de ce clustering hiérarchique, c'est qu'on va partir de nos objets qui sont individuels. Et on va essayer de calculer la distance entre ces objets-là. Si vous vous souvenez, nous avons vu que la distance permet de mesurer de manière quantifiable
la similarité entre ces objets-là. Et ensuite, on va regrouper de manière progressive les objets qui sont les plus proches les uns des autres et on refait le travail en considérant que les clusters qui sont formés une itération 1 ou la I deviennent des objets ou bien des méga-objets ou bien des hyper-objets qui vont être traités comme tels pour pouvoir procéder à la classification à l'étape ou à l'itération suivante. On va voir ça, bien sûr, à travers un exemple. Donc là, le résultat va nous donner différents niveaux de clustering et le niveau le plus bas, ça va être les objets Tyler qui ne sont pas encore regroupés, qu'on va considérer comme des clusters eux-mêmes. Et le niveau le plus haut, ça va être le cluster global qui va contenir tous les objets. Donc, pour pouvoir faire cette classification ou bien ce clustering hiérarchique, qu'est-ce qu'on va faire? On va élaborer en quelque sorte une matrice. Cette matrice qu'on appelle une matrice de similarité, c'est une matrice carrée qui est diagonale. Donc, vous voyez que au niveau de la diagonale, on va posséder des zéros, bien avoir des zéros, tout simplement parce que les lignes et les colonnes de cette matrice représentent les objets. Ils sont disposés en même temps en ligne et en colonne. Et naturellement, on va retrouver l'objet, par exemple, le 1 ici est en ligne 1 et en colonne 1, en ligne 1 et en colonne 1. Donc, dans ce cas, la distance entre cet objet et lui-même est 0. Par contre, ici, ça va être la distance entre le deuxième objet, c'est-à-dire la ligne 2, et le premier objet, c'est entre de 1 jusqu'à arriver à la distance entre les objets. Par exemple, ici, c'est l'objet n, et ici, ça va être l'objet n-1, parce que, en quelque sorte, c'est l'inverse l'un de l'autre. Okay. Donc, une fois que nous aurions élaboré cette matrice, on va chercher dans cette matrice, mis à part les 0 et le 1, pardon, j'ai un petit peu dysfonctionnement là, on va chercher dans cette matrice la valeur la plus petite. Et cette valeur qui est la plus petite, je ne sais pas si pardon, donc la valeur la plus petite correspond à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Alors, donc, alors, donc cette intersection, par exemple, supposons que, mis à part les zéros, bien entendu, la plus petite distance, c'est entre, par exemple, 3 et 2. C'est-à-dire que parmi l'ensemble de nos objets, les objets 3 et 2, ou bien 2 et 3, parce que c'est une matrice en quelque sorte symétrique. Donc, dans ce cas, on va avoir les deux objets qui sont les plus proches sont les objets 3 et 2, bien 2 et 3. Donc, dans ce cas, on va procéder à leur regroupement. Lorsqu'on va les regrouper, en quelque sorte, on va les considérer comme étant un seul objet. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me sort à chaque fois. Pardon. Donc, lorsqu'on procède à ce regroupement, donc les objets 3 et 2 vont être en quelque sorte fusionnés. Fusionnés, on va les nommer, c'est-à-dire on va les nommer par exemple C1 pour cluster 1. Et on va bien entendu les supprimer ou bien fusionner leurs colonnes en une seule colonne qui va s'appeler C1, en ligne et en colonne. Donc, dans ce cas, la matrice Sana va être réduite. Et on va procéder à la même chose comme si C1 c'était d'origine un objet. Pardon. Okay. C'est comme si C1, le cluster Sana, était un objet à l'origine. OK. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter lorsque on ne peut plus regrouper bien. On va tout simplement arriver à une matrice, par exemple, dans laquelle le regroupement final est évident. Par exemple, si on arrive à une matrice 2 sur 2, donc on va dire que, par exemple, le cluster final va être en quelque sorte, c'est celui qui va regrouper tous les autres clusters. Donc, dans ce cas, on ne va plus regrouper parce que c'est le cluster final. Mais avant d'arriver là, par exemple, si nous avons une matrice 3 sur 3, on va chercher le minimum à l'intérieur. Lorsqu'on fait ce regroupement-là, on va se retrouver avec une matrice 2 sur 2. Et donc, dans ce cas, la valeur, par exemple, qui est différente de 0, qui est différente de la diagonale, va correspondre au cluster le plus grand et on aura donc terminé.
OK. Donc, pour illustrer ça, on peut voir, par exemple, ici, supposons que nous avons, bien entendu, ça c'est juste à titre illustratif, donc on ne va pas réellement tenir compte de manière minutieuse, en quelque sorte, de ces distances-là. Mais supposons qu'à l'origine, nous avions, par exemple, ces objets-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui ne sont pas encore regroupés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer visuellement à l'échelle de voir quels sont les objets qui sont les plus proches. Par exemple, on va voir que les objets qui sont les plus proches, c'est ces deux objets-là. Donc, à l'étape 1, on va les regrouper et ces deux objets vont former un cluster. Ensuite, on va encore chercher la distance entre les objets qui restent, y compris ce grand cercle-là qui est considéré comme étant un seul cluster. Par exemple, on va calculer cette distance-là, cette distance-là, cette distance-là, cette distance entre chaque objet HADA avec ces objets-là individuels parce qu'ils ne sont pas encore regroupés avec ces objets-là. Et HADA, il va être traité comme étant un objet. Par exemple, la distance HADA, on va la calculer entre cet objet-là et ce grand cercle, entre ce cercle-là et cet objet, entre ce cercle-là et cet objet, etc. Et on va chercher la valeur la plus petite. Supposons que la valeur la plus petite, ou bien la plus petite distance, c'est entre ces deux objets. Donc, la deuxième étape, on va les regrouper. On procède, la même chose, on va essayer de calculer la distance entre cet objet et ce grand cercle, cet objet et ce cercle-là, ou bien cette ellipse-là, cet objet et cet objet, etc. Et on va regrouper les objets qui sont les plus proches. Par exemple, c'est ces deux objets-là. Ici, c'est l'étape 3. À l'étape, par exemple, à l'étape 4, bon là, j'ai loupé peut-être une étape là, bon, ça doit être, disons, 4 ici. OK? Donc, dans ce cas, au niveau de cette étape-là, on va avoir à regrouper ces deux grands clusters en un seul cluster. Bien sûr, là, on va supposer qu'on saute sur le nombre 4. Donc, la prochaine étape, c'est de regrouper ces deux clusters-là. Donc, ce cluster qui a été regroupé fait l'étape 1, ce cluster qui a été regroupé fait l'étape 3 parce qu'ils sont les plus proches par rapport aux autres. Okay. Ensuite, à l'étape suivante, qui est ici l'étape 6, donc dans ce cas, on va avoir à regrouper ces deux objets parce qu'ils sont plus proches l'un de l'autre. À l'étape 7, on va regrouper ce grand cercle avec ce grand cercle. Okay. Et on aura en quelque sorte seulement au niveau où on est là, nous avons seulement deux grands cercles, qui est le cercle 7 et le cercle 6. Et dans ce cas, on a un seul regroupement à faire à l'étape 8, qui est de tout regrouper. Donc, ce regroupement-là, ces étapes-là, on peut les modéliser autrement en utilisant ce qu'on appelle le dendrogramme. Le dendrogramme vous permet de voir comment nous avons regroupé de manière, disons, progressive ou bien ascendante et hiérarchique. Donc, ascendante, vous voyez pourquoi c'est ascendant, parce qu'on commence à partir du bas, et hiérarchique, parce qu'on a des hiérarchies de distance là. Donc là, nous avons sur disons, cette graduation, on va mentionner les distances entre les objets qui sont regroupés. Parfois, on peut avoir du parallélisme, par exemple, si nous avons deux objets qui possèdent une certaine distance, par exemple 6, et deux autres qui possèdent la valeur 6, on va les regrouper, par exemple, en parallèle. Et ils vont se retrouver ici, en quelque sorte, en parallèle ou bien ayant la même distance. Ensuite, on va procéder jusqu'à arriver au dernier regroupement. Ici, nous avons regroupé ces deux grands clusters. Ces clusters sont composés de deux. Okay? Ce cluster est composé, par exemple, de 7 individus avec ce cluster qui est composé de deux clusters, chacun est composé de deux. Donc, vous voyez que lorsqu'on raisonne de manière du bas vers le haut, plutôt du haut vers le bas, on va commencer du grand cluster et on va arriver aux objets individuels. Si on raisonne de manière ascendante, on va commencer par les objets et dire que nous avons d'abord, par exemple, regroupé ces deux objets ensemble, ensuite ces deux objets, ensuite ces deux objets avec cet objet, etc., jusqu'à arriver à l'objet, plutôt au cluster final qui regroupe l'ensemble de tous les objets. Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire là? Reste à dire que si vous vous souvenez ici, nous avons dit que lorsqu'on procède au regroupement de deux objets, ces objets, ce cluster-là, va être considéré comme un objet à part. C'est-à-dire que lorsqu'on calcule les distances à l'étape suivante, on va calculer la distance, par exemple, entre cet objet et tout ce cluster-là. Le problème, c'est que quand on a
les objets réels, la distance, elle est calculée directement parce que nous avons des caractéristiques directement de cet objet-là. Par contre, lorsqu'on a un objet qui est virtuel, c'est-à-dire c'est un objet artificiel qui n'existait pas, donc comment peut-on calculer la distance, par exemple, entre cet objet et ce cluster? Ou bien de manière générale, parce que si on peut considérer que l'IHADA, c'est lui-même un objet à l'intérieur d'un cluster, comment peut-on calculer la distance entre deux clusters? Bien sûr, pas à l'étape 1, mais aux étapes suivantes. Donc là, nous avons trois techniques pour calculer la distance entre les clusters. Donc, nous avons ce qu'on appelle des trois types de linkage. Linkage, ou bien on va faire des linkages. Nous avons le linkage single, ou bien simple. Nous avons le linkage complet et nous avons le linkage qui est basé sur les centroïdes. Bien sûr, ça, c'est pour calculer la distance entre deux clusters. Donc, ces types de linkage sont illustrés ici. Bien sûr, supposons qu'on veut calculer la distance entre ces deux grands clusters. Le premier est composé de trois objets et le deuxième est composé de 4 objets. Donc, le linkage single, on va considérer que la distance entre ces deux clusters, c'est la distance entre les objets les plus proches, chacun appartenant à un cluster. Par exemple, ici, nous avons les objets, pardon, ça me sort tout le temps ça. Donc, les objets qui sont les plus proches sont ces objets-là. Donc, on va considérer que la distance entre ce cluster-là et ce cluster-là, c'est cette distance-là. Pour le linkage complet, c'est l'inverse. On va prendre les objets à l'intérieur des clusters qui sont les plus éloignés. On va considérer que la distance binatum, c'est la distance entre ces objets, ces clusters-là. Par contre, en utilisant les centroïdes, on va calculer d'abord le centroïde de chaque cluster, comme on a vu. Bien sûr, là, on suppose qu'il y a une possibilité de le faire. Si nous avons de vraies mesures, on va le faire par des moyens arithmétiques, comme nous avons vu dans l'algorithme Cummings. Par contre, si nous n'avons pas cette possibilité, donc il faut trouver un moyen pour calculer, trouver le centroïde de chaque cluster. Si nous avons les coordonnées de ce centroïde-là, donc la distance entre ces clusters-là va nous donner, ou là va être calculée par la distance entre les centroïdes, chacun bien sûr appartenant à un cluster. Voilà, donc ça termine pratiquement cette présentation et ce chapitre-là sur le clustering ou la classification automatique. Au niveau, bien sûr, de la séance présentielle, on va essayer de pratiquer notamment le camise et également le calcul de distance et également on va essayer de faire un exemple sur la classification hiérarchique ascendante. Voilà, donc je vous remercie pour votre euh, pour avoir suivi donc cette présentation. Je m'excuse parce que là, j'ai un petit dysfonctionnement qui me fait sortir des choses au niveau de mon micro là. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien en m'envoyant un mail à mon adresse email. Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.